Bonjour, on va vous présenter donc le projet collectif qu'on avait développé en partenariat avec le PUCA et l'école urbaine de Sciences Po. Il avait comme problématique à quelles conditions les grands ensembles issus de l'urbanisme des années 60 peuvent-ils contribuer à la trame écologique des villes. Ce projet est en continuité du programme BOM et vous allez voir, on s'est inspiré de beaucoup de vos recherches. On a développé ce projet en équipe pluridisciplinaire avec Alice Housset, anthropologue et urbaniste, Héloïse Lecric, ingénieure en génie civil et urbain, Keïs Tamenafeu, urbaniste DE-IAU, et moi-même, Jasmine Vasquez-Gonzalez, architecte DE. Nous avons été également suivis par Bertrand Valère, responsable pédagogique du cycle d'urbanisme, et Hortense Serret, qui était notre tutrice et écologue. Nous voulons profiter de cette opportunité pour remercier Marianne Vèvre de la DGALN et bien sûr Sophie pour nous avoir suivis dans ce travail. Il faut donc établir que nous étions à l'époque des étudiants en urbanisme qui venons certes des différents domaines, mais qui n'avons pas forcément les connaissances en écologie qui étaient nécessaires pour faire face à cette problématique. Nous avons donc essayé d'établir un socle commun de connaissances et nous nous sommes appuyés sur différentes ressources telles que les ouvrages d'écologie urbaine de Philippe Clergeau, de Morgane Flégeau et aussi les travaux de recherche des différentes équipes du programme BOM, aussi que les agences d'urbanisme de Tours et de Toulouse et la série de webinaires de la OFB et de la CNFTP sur l'intégration de la biodiversité aux documents d'urbanisme et aux projets d'aménagement. Nous voulons profiter de cette opportunité pour remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à la formulation de notre méthodologie, que vous allez voir est un Frankenstein outillé des outils de recherche du programme BOM, mais aussi des outils qu'on a empruntés à nos différents domaines d'expertise. Nous remercions donc Niels Lebaud, Alexandre Auvray de l'équipe de recherche Frugacité, Anaïs Légère-Smith, Audrey Marco de l'équipe Morphobiote, Thomas Boutreau et Hortense Serret, et Geneviève Bretagne, Céline Tanguy et Jean-Charles Désiré. Il faut que je fasse un petit aparté disclaimer en expliquant encore une fois que nous étions à l'époque des étudiants en urbanisme, et vous allez voir que l'analyse qu'on a menée était plutôt une analyse structurelle de la trame écologique des villes, et nous voulions démontrer comment des urbanistes pouvaient s'emparer des notions d'écologie urbaine et les intégrer dans notre pratique. Merci. À sa suite, je vais vous présenter rapidement la méthodologie qui nous a permis d'identifier les 3 terrains d'études sur lesquels nous avons travaillé. Donc, vu que nous travaillons essentiellement sur les grands ensembles, sur cette morphologie, sur cette typologie-là particulièrement, les grands ensembles des années 60, on sait qu'il y en a plusieurs. Donc, on est parti de 75 cas de grands ensembles. Et de ces 75 cas, l'idée c'était d'avoir une représentativité sur l'ensemble du territoire français. Nous avons sélectionné 25 cas sur les 75, et ces cas-là, nous les avons analysés plus en détail. Et de ces 25 cas, nous avons tiré 6 cas qui ont été analysés, enfin 6 familles. On a défini 6 familles, et chacune de ces familles-là mêlait à la fois des critères de l'urbanisme et les critères de la discipline de l'écologie. Et parmi ces 6 cas, nous avons classé nos 25 grands ensembles. Et des 25 grands ensembles, des 6 grands ensembles que nous avons choisis dans ces familles-là, nous avons, par souci de faisabilité, de pragmatisme, de temporalité aussi, de disponibilité de données, nous avons finalement choisi 3 cas que sont le grand ensemble dans l'Île-de-France, nous avons choisi le Val-Fouré à Mantes-la-Jolie. Ensuite, le grand ensemble de Maurepas à Rennes, enfin, le Gros Chêne à Rennes, et la Duchère à Lyon. Donc, juste pour vous mettre rapidement dans le contexte de ces 3 grands ensembles. Donc, le premier, c'est celui du Gros Chêne à Rennes. Il s'agit d'un grand ensemble des années 60, situé à proximité de plusieurs réservoirs de biodiversité tels que le parc des Gailleuls et le parc de Maurepas. La particularité de ce grand ensemble-là par rapport aux autres, c'est qu'il a une taille un peu plus réduite. Le deuxième cas étudié, c'est celui de la Duchère à Lyon, qui est un grand ensemble qui a une plus grande taille
Et enfin, il est situé à proximité du parc du Vallon, qui est la principale réserve de biodiversité à proximité. Et comme le précédent, la morphologie, ce sont des tours et des barres, la principale morphologie urbaine. Le dernier cas qu'on va vous présenter, c'est celui, justement, on revient en Île-de-France, c'est le Val-Fouré, qui est aussi représentatif à travers sa superficie, qui est assez grand comme grand ensemble. Et tout autour se retrouvent plusieurs réservoirs de biodiversité tels que la Seine, le parc national du Vexin français, le parc naturel régional du Vexin français, autant pour moi, et l'île Omon. Donc je vais passer la parole à Héloïse pour vous présenter les résultats de notre étude. Donc une fois qu'on a sélectionné nos 3 terrains d'études, on a mené une analyse transversale. Donc pour répondre à notre question de base qui est à quelles conditions les grands ensembles issus de l'urbanisme des années 60 peuvent-ils contribuer à la trame écologique des villes, et à cette question-là, on a identifié 5 grandes conditions auxquelles on a associé certains outils pour pouvoir identifier comment on peut voir les grands ensembles à travers ces conditions-là. Donc notre première condition, c'était la condition de la continuité globale. Donc à chaque condition, on a fait un petit encadré explicatif qu'on ne va pas vous refaire ici parce qu'on manque un petit peu de temps, mais c'est pour savoir comment s'intègre, là la continuité globale, c'est comment s'intègre le grand ensemble dans une continuité plus large que le terrain en fait, c'est contextualiser le terrain. Donc on a fait des cartes de continuité plus larges, puis un peu plus resserrées pour situer en fait notre grand ensemble dans le territoire. Et puis un zoom plus particulièrement sur le quartier pour identifier les réservoirs de biodiversité qui sont à proximité. Et puis on a essayé de voir comment les espèces pouvaient cheminer au sein de ce grand ensemble-là. Donc là, on a identifié des oiseaux et des hérissons, et on voit qu'il y a certaines fractures urbaines qui ne permettent pas certaines continuités pour certaines espèces. Donc on a réalisé tous ces plans pour chaque cas, mais on ne va pas vous les présenter aujourd'hui parce que ça pourrait être un petit peu long. Mais en fait, ces plans-là, ils nous permettent de voir quelle place a le grand ensemble dans la trame écologique de la ville, dans une trame plus large, et qu'est-ce qui peut constituer un maillon, qu'est-ce qui peut constituer une rupture pour le grand ensemble, et comment est-ce que celui-ci peut interagir avec sa trame écologique. Notre second outil, c'était donc la continuité interne. Donc ça a été plutôt une étude morphologique pour caractériser les fragmentations des habitats, les surfaces sur lesquelles peuvent s'implanter des espaces. Donc on a pour cela fait des cartographies de comparaison d'emprises bâties sur 3 morphologies. Donc ici vous voyez celle de Lyon, avec en première cartographie la Duchère le Grand Ensemble, un secteur résidentiel et un centre-ville. Et on remarque qu'en fait, en termes d'emprise bâtie, il y a plus de surface non bâtie dans les grands ensembles que dans d'autres secteurs tels que le résidentiel ou le centre-ville. Donc on a également comparé pour les 3 quartiers pour voir si ce n'était pas une particularité de la Duchère. Et non, finalement, sur les 3 quartiers qu'on a identifiés, ça se vérifie, qu'on a un pourcentage d'emprise qui est inférieur dans les quartiers de grands ensembles. Ensuite, on a fait une étude un peu plus précise sur ces surfaces non bâties pour aller voir justement en termes de chiffres qu'est-ce que c'était des surfaces non bâties, et donc aussi les surfaces non bâties d'un seul tenant, parce qu'avec Hortense, donc notre tutrice écologue, nous avions identifié que les espaces plus larges et donc non bâtis étaient plus prompts à accueillir de la biodiversité. Et donc dans ce cas-là, on remarque que la morphologie particulière des grands ensembles, elle permet d'avoir des grandes surfaces non bâties. Donc ça se vérifie aussi une fois de plus sur les 3 terrains d'études. Et puis finalement, pour évaluer au mieux le potentiel d'accueil de ces surfaces non bâties, on a aussi qualifié les espaces non bâtis, donc espaces végétalisés ou espaces imperméabilisés. Ça nous permet aussi de faire une petite comparaison, et puis on voit qu'il y a beaucoup de ces surfaces non bâties qui sont du parking et de la voirie. Et donc il faut aussi mettre ça avec les besoins du territoire et la mobilité des habitants. Et donc c'est des potentiels d'accueil, mais peut-être pas forcément. Il faut aussi prendre une étude sociologique en parallèle.
Notre troisième condition qu'on a identifiée, c'est ce qu'on a appelé la diversité des habitats. Donc pour cette condition-là, quand nous sommes allés sur terrain, nous avons observé et cartographié les strates présentes. Donc on s'est appuyé sur 3 types de strates, herbacées, bocagères, enfin les haies et les arbres. Et donc ici on a cartographié, donc ça c'est la cartographie pour long. Et une diversité de strates, ça permet aussi une diversité d'habitats et donc une diversité d'espèces et un meilleur accueil de la biodiversité. Une fois de plus, on a fait des zooms pour voir où est-ce que les oiseaux, les hérissons peuvent passer ou habiter, pour aussi se situer et un peu mieux comprendre cette histoire, on a fait des plans de strates. Pardon, excusez-moi. Ensuite, on a une 4e condition qu'on a appelée la qualité des habitats, mais qui rejoint un peu les strates, c'est voir quelle typologie, quelle qualité ont ces strates-là. Donc, par exemple, une prairie et une pelouse vont être peut-être un peu différentes en termes d'accueil de biodiversité. Ces qualités-là, elles vont différer selon le type de gestion et la conception des espaces. Enfin, ça peut différer et ça peut permettre un accueil de la biodiversité différent. Donc, une fois de plus sur terrain, on est allé faire cette analyse en prenant des photographies et en qualifiant les espaces sur chacun des terrains. Voilà, donc on peut... Vas-y. Voilà, donc ici, on a regardé quel type de sol, quelle gestion, quel usage pour chacun des espaces qu'on a visités sur les terrains. Et puis une dernière condition, c'est évidemment la place des acteurs et quels instruments mettre en place pour la biodiversité. Donc on a commencé par regarder les cadres réglementaires et comment la biodiversité se met en place dans certains cadres réglementaires. Donc on a fait ce petit travail un peu de benchmark pour Rennes, Lyon et Mantes-la-Jolie et on a identifié certains outils, la trame verte et bleue, mais certains documents thématiques et des outils particuliers à certaines villes. Ensuite, on a aussi regardé les périmètres du cadre réglementaire parce que la trame verte et bleue va au-delà des périmètres réglementaires. On a regardé aussi les questions de propriété parce que ça peut aussi traduire des modes de gestion et une mise en place différente si c'est par exemple des bailleurs uniques, des bailleurs différenciés ou la ville qui est propriétaire. Donc on l'a traduit par des plans cadastraux et puis on a fait une frise pour voir comment les acteurs peuvent prendre place à la mise en place, à l'intégration de la biodiversité dans le projet. Donc chaque acteur a son rôle à jouer. Là, c'était un peu pour montrer que les habitants ont une grande part et il faut aussi les prendre en compte dans cette réflexion-là parce qu'ils peuvent accueillir de manière différente la biodiversité. Donc, pour finir, chaque acteur a son rôle à jouer et chaque acteur peut être l'étincelle qui permet de mettre la biodiversité à l'ordre du jour. C'est la mise à l'agenda de cette question-là. Et je vais laisser la parole pour finir à Alice. Donc pour terminer, on voulait vous résumer nos résultats et pistes de réflexion. Donc, en réponse à la question initialement posée, qui était à quelles conditions les grands ensembles issus de l'urbanisme des années 60 peuvent-ils contribuer à la trame écologique des villes, donc on a résumé sur la base de l'analyse de nos 3 terrains d'études les conditions qu'il fallait réunir pour que ces grands ensembles puissent être un maillon dans la trame écologique des villes. Donc pour mettre en avant peut-être les conditions qui sont spécifiques aux grands ensembles, nous, ce qu'on a identifié, c'est qu'ils sont plutôt à proximité des réservoirs de biodiversité de par leur localisation dans les villes. Ils sont aussi intégrés à un tissu urbain qui permet des continuités d'espaces verts entre le quartier et les réservoirs de biodiversité autour du quartier. De par leur morphologie, ils présentent aussi des surfaces non bâties d'un seul tenant qui sont de grande taille. Et du point de vue du jeu d'acteurs, c'est aussi des quartiers qui présentent un fort potentiel d'accueil de la biodiversité parce que c'est des quartiers où il y a une gestion coordonnée des espaces végétalisés sur des grandes surfaces et des quartiers qui font souvent l'objet de projets de renouvellement urbain qui sont l'occasion de rassembler un système d'acteurs propice à l'intégration de la biodiversité au projet.
et quelques pistes de réflexion pour une meilleure intégration de la biodiversité dans les projets de renouvellement urbain. Donc il y a 2 considérations préalables à avoir avant de les formuler. D'abord que la lutte contre l'étalement urbain est la priorité pour la préservation de la biodiversité et qu'en ville, la biodiversité est souvent prise en compte sous l'angle du cadre de vie des habitants. Donc, une fois ces considérations faites, les différents enjeux qu'on a identifiés sont d'abord l'enjeu du croisement des données et de la cartographie fine des territoires, l'enjeu de la renaturation des espaces imperméabilisés et en particulier des parkings en lien avec l'enjeu de la mobilité, l'enjeu de la prise en compte du patrimoine végétal et de la diversification des strates et des espèces, l'enjeu de la conception et de la gestion des espaces verts, l'importance de l'innovation dans les instruments de mise en œuvre, les documents d'urbanisme et les leviers aux différentes étapes du projet, l'importance d'un système d'acteurs propice à l'intégration de la biodiversité au projet d'aménagement, un nécessaire dialogue avec les habitants et une nécessaire montée en compétence en écologie des professionnels de l'urbanisme et l'intégration d'écologues au sein des équipes de maîtrise d'œuvre. Donc, à ce titre, il a été très enrichissant à travers ce projet pour nous de s'approprier un peu des outils de l'écologie urbaine. Et donc, merci au PUCA pour cette opportunité et à Sophie Carré. Merci de votre attention. Si vous voulez en savoir plus, notre rapport est téléchargeable, le lien suivant. Merci. Y a-t-il une question ? Il n'y a pas de question ? Si, il y en a une, Sylvie. Il y en a plein. C'est qui Thomas Boutreux ? Tu le connais, Thomas ? Est-ce que dans ces grands ensembles, il y a de l'eau présente ou pas du tout ? Alors, on a regardé la trame bleue, mais en fait, dans les grands ensembles, il n'y a pas de cours d'eau qui passe à travers les grands ensembles. Certaines fois, la trame bleue est à proximité, notamment au Val-Fouré, où elle est vraiment au pied du grand ensemble, mais ça ne traverse pas le grand ensemble. Et sinon, pour le rôle de l'eau, c'était aussi une de nos inquiétudes sur cette étude, et c'est aussi un peu un point noir qu'on n'a pas eu le temps d'étudier. Je crois que, je ne sais pas si Jasmine l'a dit, mais c'est une étude qu'on a menée en 2 jours par semaine pendant 8 mois, en parallèle de nos études. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de pistes qu'on n'a pas pu vraiment pousser au bout de nos réflexions. Mais c'était un de nos critères pour le choix de terrain, la proximité de la trame verte et bleue. Une autre question là-haut ? Bonjour, Marie Prel, je suis architecte DE et en cours de doctorat sur les enjeux de conciliation autour de la densité bâtie et de la place de la nature en ville. Moi, ce qui m'intéresse, c'est particulièrement autour du quartier de la Duchère. Vous avez peut-être lu les travaux de Mathieu Adam sur la transformation de ce quartier et sa densification. Et du coup, par rapport justement à ce qu'on a entendu avant sur l'intérêt des quartiers pavillonnaires et vous, votre choix de vous positionner sur justement des grands ensembles des années 60, est-ce que vous pouvez nous parler est-ce que vous avez étudié comment la fragmentation justement de ces espaces-là et leur transformation, que ce soit là ce qu'on a vu sur la densification des quartiers pavillonnaires ou sur la densification de ces quartiers-là, est-ce que dans vos travaux il y avait aussi un enjeu de préservation patrimoniale en donnant de la valeur à la biodiversité ? On n'a pas lu ces travaux, malheureusement, mais sur la question de patrimoine, c'est une question qui a été vraiment beaucoup soulevée quand on a pu présenter notre travail lors d'un webinaire. Et oui, c'est quelque chose qu'on a pris en compte et c'est quelque chose on a lu les travaux de Bernadette Blanchon sur ce sujet qui nous ont beaucoup appris sur ce sujet et l'importance de la préservation du patrimoine végétal lors des projets de renouvellement urbain notamment. Et peut-être... Bien. Oui. Je voulais juste compléter, mais c'était une des raisons pour lesquelles on a proposé ce focus sur les grands ensembles, c'est qu'il y a effectivement un patrimoine végétal qui a l'âge des quartiers, c'est-à-dire aujourd'hui 40-50 ans, et qui a une qualité, du coup une taille
une ampleur, disons, quand il n'a pas été détruit ou abîmé par les usagers ou les habitants ou la gestion, qui nous semblait relever aussi de ce patrimoine à préserver. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on a choisi de faire travailler l'atelier sur ces quartiers en particulier. Et juste pour... le temps de passer le micro, juste pour compléter rapidement, dans le processus de sélection, je ne l'ai peut-être pas dit, mais on a volontairement éliminé les grands ensembles trop emblématiques, trop particuliers, comme le cas de Grigny, comme le Serpentin de Pantin, voilà. Donc on a éliminé ces types de grands ensembles par souci de représentativité. Oui, un de nos premiers critères, c'était continu, discontinu, et puis ça a évolué, mais ça a été pris en compte. Merci. Dans le prolongement de la question précédente, est-ce que vous avez pu observer les possibles effets d'une nouvelle strate arbustive issue des opérations de résidentialisation opérées dans le cadre de la rénovation urbaine ? Alors oui, c'est quelque chose qu'on a observé notamment à La Duchère, où il y a une partie du quartier qui a déjà subi une rénovation urbaine et une résidentialisation, et une partie qui ne l'a pas subi. Et on voit que, par exemple, les oiseaux viennent beaucoup plus se nicher autour de ces bâtiments-là où une haie a été placée, là où il n'y a pas de présence d'oiseaux. Et on voit un parallélisme aussi avec l'acceptation par les habitants de cette biodiversité-là. Par exemple, dans les espaces à Lyon où il n'y avait pas encore eu cette rénovation, on voyait défiler aux fenêtres, comme on vous a montré. Voilà. Et dans des espaces où il y avait eu une rénovation urbaine et donc très certainement des concertations avec les habitants, il y avait une meilleure acceptation, on pouvait observer des nichoirs aux fenêtres, ce genre de choses. Donc oui, effectivement, la résidentialisation, à Mantes-la-Jolie aussi, on l'a observé, il me semble, avec ces buissons, permettent de créer des nouveaux habitats. Alors avec peut-être un petit point d'alerte, c'est que les haies monospécifiques ne forment pas forcément une diversité d'habitats pour toutes les espèces. Sur la résidentialisation, peut-être pour compléter, ça soulevait aussi des questions de gestion, parce que ça séparait ça divisait en fait la propriété des espaces végétalisés, donc c'était un point d'alerte aussi de continuer à avoir une gestion coordonnée de ces espaces, même si la propriété était divisée. Oui, bonjour, Laurent Miguet, du Moniteur des travaux publics et du bâtiment. L'idée de l'interpénétration entre la nature et la ville n'était pas totalement absente des pensées des architectes qui ont conçu ces grands ensembles, pas toujours en tout cas. Est-ce qu'on en voit la trace et un bilan? Et est-ce qu'on peut comparer les grands ensembles entre eux selon que cette sensibilité initiale existait ou pas? Dans les échanges qu'on a pu avoir avec Bernadette Blanchot, justement, on nous a été expliqué que beaucoup de ces espaces étaient résiduels des circulations qui ont été programmées. Il y a eu à des moments des travaux importants de paysage dans ces grands ensembles, mais ce qui reste, par manque de financement, de gestion, n'est pas forcément très divers en matière de strates. Et puis aussi par rapport à ça, les grands ensembles, ils ont été implantés dans des secteurs particuliers en périphérie des villes, donc souvent entourés de verdure, de campagne. Et aujourd'hui, on remarque aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas eu le temps de vous dire, mais que la ville rattrape, entre guillemets, les grands ensembles. Certains grands ensembles qu'on a pu voir, mais qu'on n'a pas étudié plus amplement, sont même carrément entourés par du tissu pavillonnaire. Donc en fait, ça, c'est aussi un effet de l'étalement urbain. Ces grands ensembles qui avaient été construits donc, dans les années 60 à des endroits qui étaient isolés sur des terrains agricoles, maintenant sont plutôt intégrés au tissu urbain. Et donc, on peut remarquer aussi que ça change cet échange en fait, entre le grand ensemble et la nature, cette connexion qu'il peut y avoir entre les deux. Très bien, merci beaucoup.